Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, surtout sachant le nombre d'inscrits. Alors, moi, ma passion, c'est voir les patients qui ont des maux de tête, des migraines. Puis, en fait, je vais quand même le dire qu'il y a un petit peu de fierté de changer leur vie. Dans mes cliniques, chaque jour, j'ai des patients dont la qualité de vie, la fonction a été grandement améliorée. Et via ça, souvent, il y a des répercussions sur tout leur entourage. Donc, c'est pour ça que j'aime traiter les patients migraineux. Donc, il me fait plaisir de vous parler aujourd'hui dans cette première présentation du diagnostic, parce qu'évidemment, avant de débuter un traitement, il faut poser avec confiance un bon diagnostic et un diagnostic, si possible, détaillé. Alors, on va se lancer immédiatement. Donc, je travaille avec l'industrie pharmaceutique comme consultante et conférencière, et voici donc mes différents billets, et y compris avec AbbVie, qui supporte l'activité d'aujourd'hui. Je travaille également avec des organismes sans but lucratif, et c'est pas un billet, mais j'ai quand même un billet en faveur de ces organismes. Alors aujourd'hui, dans la présentation, on veut parler des critères diagnostiques de la migraine épisodique et chronique, mais aller un peu au-delà de ça en parlant aussi de comment faire le suivi des migraineux et comment faire la carte, on va dire, la carte géographique de leur comorbidité qui joue souvent un rôle dans nos décisions thérapeutiques. Quand on voit un patient, on voit pas juste un patient en disant c'est de la migraine, on voit un patient en disant c'est un patient qui a de l'asthme, c'est un patient qui a des maladies vasculaires, c'est un patient qui a des enjeux de santé mentale, son réseau social, son réseau familial, son emploi. Et donc, tout ça doit être un peu dans notre viseur quand on prend des décisions thérapeutiques. Je vous invite à avoir dans votre bibliothèque des très précieuses ressources réalisées par l'INES, entre autres sur le recours à l'imagerie médicale qui date de 2019 et qui sont tout à fait encore à jour. Là, il n'y a pas eu de nouveaux grands moyens d'imagerie depuis ce temps-là. Et aussi un numéro de juin 2022 que j'ai eu le plaisir de diriger avec une super bande de collègues sur les migraines. Et donc, il y a un chapitre là-dedans sur le diagnostic qui pourrait vous être utile si vous cherchez des références ou des tableaux. Donc, quand le patient se présente, et là, je vais parler surtout du bureau, parce qu'à l'urgence, par définition, un patient qui vient à l'urgence pour une céphalée, on doit penser que peut-être c'est une céphalée secondaire, mais quand le patient se présente au bureau, la première chose qui vient en tête, en général, c'est bon, c'est de la migraine, ça, parce que c'est la troisième maladie la plus fréquente au monde, parce que statistiquement, c'est ça, parce que les autres causes sont rares. Ou est-ce que le patient a une céphalée, puis je devrais demander des tests et peut-être même m'inquiéter et le référer à la salle d'urgence? Si c'est une céphalée primaire, donc je pense pas que c'est une céphalée grave, est-ce que c'est vraiment de la migraine ou c'est autre chose du genre céphalée de tension? Un autre diagnostic qui est fréquent, mais moins invalidant. Et ensuite, une fois qu'on a dit, d'accord, c'est de la migraine, c'est un migraineux qu'on a devant nous, c'est quel genre de migraine? Est-ce qu'on peut faire un profil plus détaillé puis après ça, partir un plan de traitement holistique? Bon, moi, évidemment, tous les soirs, j'ai ma Bible à mon chevet. Ça s'appelle la Classification internationale des céphalées. Elle est accessible en ligne et je vous encourage à consulter ce site puisqu'en plus des critères diagnostiques, vous allez trouver plein de petites pépites cliniques qui ont été mises là pour vous orienter dans le diagnostic, mais même parfois la gestion des pathologies et la classification, elle est tout à fait, elle est bien faite et elle a été faite avec des enjeux cliniques en tête. Nos 4 premiers chapitres sont ce qu'on appelle des céphalées primaires, donc qui ne sont pas dus à une autre maladie. Bon, on pourra en parler longtemps, là, mais une autre maladie, on entend les céphalées secondaires. Donc, un trauma, une infection, une prise de substance ou son retrait, éventuellement des problèmes métaboliques, des problèmes de toutes les structures de la tête et du cou. Et après, on a tout le chapitre des névralgies. Et pour finir, parce que la science est en évolution, on a un appendice qui contient en fait des diagnostics qui sont en cours d'évaluation. Donc ça, c'est la classification. Et évidemment, on va dire que la migraine, c'est que moi, quand je fais mes feuilles de facturation, là, c'est sûr que là-dessus, souvent, là, la plupart des choses que je mets comme code diagnostic, c'est migraine. Donc, il y en a des fois qui se demandent justement comment est-ce qu'on fait la différence entre céphalée primaire et secondaire. Donc, la définition d'une céphalée primaire, c'est qu'il y a un désordre intrinsèque du fonctionnement cérébral quant à la sensation et la douleur. Okay? Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas une autre maladie qui pourrait irriter les terminaisons nerveuses.
Donc, les terminaisons nerveuses ou le système sensoriel douloureux s'irrite lui-même, donc se déclenche tout seul, hein, et ça va générer la migraine, la céphalée tensionnelle, la céphalée de Horton et tout un paquet d'autres choses comme la céphalée chronique quotidienne de novo, les céphalées primaires à l'exercice, qui sont quand même pas mal plus rares, et les céphalées en coup de poignard idiopathique. Donc ça, c'est tous les 4 premiers chapitres. Et quand moi, j'explique ça aux patients, je leur dis, écoute, tu es déçu que ton IRM soit normal, mais en même temps, je peux te rassurer en te disant qu'il y a quelque chose de pas normal dans ton cerveau. C'est juste qu'on le voit pas parce que c'est électrique et chimique. Et donc, c'est un peu comme le Wi-Fi. Il existe, mais il n'est pas visible pour nos yeux, ni mesurable par des tests de laboratoire ou EEG ou polysomnographie ou autre. Donc, quand vous faites face à un patient qui vous dit « j'ai mal à la tête et cela m'inquiète », bien, la première question, j'ai travaillé 2 ans dans un centre d'urgence céphalée à Paris où est-ce qu'on avait une zone de référence d'à peu près 8 millions et plus d'individus. Là, fait qu'il y avait du monde qui passait par là. Et la première question qu'on avait appris à poser, c'était « Avez-vous déjà eu ce mal de tête ou quelque chose de similaire dans le passé? » Parce que toute personne qui répond en disant « Je suis migraineux depuis l'enfance, je suis assez écœuré, cette crise est pire que les autres, je n'en peux plus, et s'il vous plaît, aidez-moi », bien là, les risques que ce patient-là ait une hémorragie surarachnoïdienne sont quand même très faibles. Si le patient vous dit « J'ai jamais eu ça, je suis inquiet », la prochaine question, c'est « Pourquoi? » Puis dis-moi ce qui est différent par rapport à tes maux de tête habituels. Là, à ce moment-là, on va évoquer une céphalée secondaire. Tout migraineux, il y a quand même une personne sur 8, et à l'âge adulte, chez la femme, une personne sur 4 qui est migraineuse a tout à fait le droit de faire une méningite, une thrombose veineuse et alouette. Mon docteur Lanty nous entretiendra tout à l'heure. Alors, ce petit acronyme, je sais que vous êtes bombardés d'acronymes de toutes sortes, donc vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais juste, ça fait, comme on dit, c'est censé de regarder, ben, c'est quoi les drapeaux rouges qui vont vous dire là, votre petite checklist mentale en disant ça, je vais imager, ça m'inquiète, ça, je vais référer versus il n'y a rien qui coche, il n'y a rien qui m'inquiète. Donc, d'abord, tout patient qui a à risque qui ont des signes ou des symptômes systémiques, un patient immunosupprimé, un patient anticoagulé, un patient qui a une histoire de cancer, ça, c'est un patient qui va être plus à risque d'avoir une céphalée secondaire. Les signes ou symptômes neuro, bon, hein, si un patient arrive paralysé d'un bord puis qu'il voit l'autre, je pense que personne ici va se poser la question, mais des fois, c'est un peu plus subtil. Ça peut être des troubles visuels récents, ça peut être une légère confusion, des changements cognitifs discrets. Ensuite, vous avez la céphalée brutale, hein, donc là, on pense HSA, syndrome de vasoconstriction, dissection, et céphalée progressive, mais rapidement progressive, pas sur 3 ans. Le patient qui dit qu'il était pire maintenant par rapport à il y a 3 ans, ça c'est progressif, mais lentement. Là, on parle de quelqu'un qui progresse sur des heures, des jours ou peut-être quelques semaines. Les patients d'en haut de 50 ans, statistiquement, ont plus de céphalée secondaire. Et finalement, on a nos P, nos 4 P, previous. Donc, j'ai jamais eu ça avant, ça m'inquiète. Progression progressive, ils l'ont remis là pour être bien sûr. Posturale, hein, est-ce que c'est une céphalée qui est pire couchée? Et là, on pense pression intracrânienne élevée. Ou une céphalée qui est pire debout, et là, on pense, céphalée peut-être avec une pression intracrânienne basse, donc quelque chose qui ressemble à une céphalée post-PL ou une hypotension intracrânienne. Et ensuite, on a toute la zone de la grossesse qui a son propre diagnostic différentiel bien particulier. Ce tableau vient du numéro du Médecin du Québec, donc je vous encourage à aller le lire. Mais en fait, ça résume, je ne vais pas passer dans le détail, là, tous les tests, mais ce que je veux vous dire, là, c'est que de faire une IRM à un patient qui n'a aucun drapeau rouge, puis que vous êtes pas mal certain qu'il y a une migraine, c'est pas très utile. Puis de faire des scans à l'aveugle, sans diagnostic différentiel, ça va pas aider le radiologiste à faire les bons tests. Donc, je vous donne un exemple. Un patient qui a une hypertension intracrânienne, le scan ne sert à rien, l'IRM est partiellement utile, puis c'est la ponction lombaire qui est la clé. Un patient avec une artérite temporale, vous pouvez faire toutes les IRM du monde, vous n'allez pas trouver de problème, à moins qu'il y ait eu un AVC. Donc, il faut vraiment essayer de faire un bon diagnostic et de demander le test en conséquence. Bon, maintenant qu'on a passé ça, on va dire, OK, parfait, on a un migraineux. Bien, le migraineux, si vous demandez au migraineux de décrire sa crise, il va vous parler des symptômes dits cardinaux, OK? Les sons, les lumières me dérangent, j'ai mal au cœur, tout ça. Mais il va peut-être vous parler de bien d'autres choses. Puis là, vous allez vous dire, c'est quoi tout ça? Alors, la crise migraineuse s'accompagne d'autres symptômes que les symptômes cardinaux. L'intolérance aux odeurs, les étourdissements sont assez fréquents, la raideur de cou, l'irritabilité, les troubles de concentration.
c'est un orage neurologique. C'est un problème cérébral. Ce n'est donc pas uniquement un mal de tête. Il y a d'autres symptômes associés. Et si vous laissez le patient décrire, il va vous décrire en général les symptômes qui l'incapacitent, autres que le mal de tête lui-même. Bon, je pourrais faire une belle présentation sur la cause de la migraine en 2023, mais juste pour vous dire que même si nous, sur les IRM, on ne peut pas l'avoir en clinique, la migraine, on peut l'avoir avec des techniques de recherche. Nous avons maintenant de nombreux modèles animaux de migraine. Nous avons même un modèle humain au Danemark où des humains se font injecter des substances qui déclenchent des crises. Et là, on peut les étudier sous toute leur culture. On a des modèles en résonance magnétique fonctionnelle qui ont démontré les anomalies. Et on a également des modèles que j'ai pas illustrés ici en électrophysiologie qui démontrent que les migraineux sont un peu, on va dire, ils ont des filtres sensoriels qui sont insuffisants. Alors, quand les patients disent, oui, là, on voit rien sur des RM, se dit oui, mais il y a d'autres causes, puis la migraine, on la comprend. On ne peut pas dire aux patients, on comprend pas, il n'y a pas de cause, ça, c'est très décourageant pour eux. Moi, ce que je leur explique en général, puis je fais des fois le parallèle avec l'asthme, c'est je leur dis, ben, tu sais, le cerveau migraineux possède en fait un genre de logiciel, un software là, particulier, qui est influencé par l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement externe, l'environnement du corps, et dans le corps, ben, c'est les éléments biologiques et les éléments aussi donc émotionnels. Alors, pour traiter la migraine, ben, on peut soit stabiliser le cerveau lui-même, élever son seuil, ou on peut stabiliser le mode de vie et diminuer les déclencheurs. Les patients, typiquement, ils vont vouloir chercher la cause. Puis la cause, pour eux, c'est le déclencheur. Le pouls, l'alimentation, les hormones, la température. Donc, il faut un peu changer cette vision en disant, oui, tu fais bien on va travailler sur ton mode de vie et tes déclencheurs, mais sache qu'on peut aussi améliorer comment ton cerveau fonctionne pour le stabiliser, j'utilise beaucoup stabiliser, et le rendre tolérant aux crises pour qu'il y en ait moins. Bon, alors là, ça fait, je sais pas combien, 15-20 minutes que je parle. J'ai toujours pas parlé de critères diagnostiques de migraine. Alors, les voici. Ça vous prend des crises répétées. Donc, si c'est la première crise, vous ne pouvez pas diagnostiquer une migraine. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Qui durent de 4 à 72 heures, mais sachez que plusieurs patients ont des crises qui peuvent aller jusqu'à 7 jours en ligne. J'appelle ça des blocs ou un status migrainosus. Et ensuite, vous avez donc la céphalie qui est typiquement, historiquement, unilatérale, parfois pulsatile, augmentée par l'effort et d'intensité modérée ou sévère. Donc, c'est pas léger une crise de migraine et en général, ça nuit à la fonction. Et ensuite, vous avez les symptômes dits accompagnateurs, donc nausées, vomissements, photo et phonophobie. Puis évidemment, vous avez exclu autre chose. Si vous voulez faire ça vite, OK? Donc, la clé de l'affaire, c'est pas est-ce que la douleur est unilatérale, est-ce qu'elle est pulsatile. Donc, on a testé ça en regardant lesquelles questions étaient clés. Si tu poses 20 questions, lesquelles 3 questions sont les plus prédictives d'un diagnostic de migraine? Et la réponse à ça, eh bien, ce n'est pas l'unilatéralité ou la pulsatilité, c'est l'impact sur la fonction, l'hypersensibilité sensorielle et les symptômes gastro-intestinaux. Donc, en général, si vous allez chercher 2 sur 3 de ces questions-là, ça, c'est un questionnaire qui est fait pour être auto-administré. C'est un test de dépistage, c'est pas un outil diagnostique final. Mais ça vous donne une bonne idée que ce patient-là n'a pas de céphalée de tension et qu'il s'agit bien d'une migraine. Les autres symptômes, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais juste pour dire que les patients ont d'autres symptômes. J'ai représenté ici l'osmiophobie, les étourdissements, dont on appelle maintenant migraine vestibulaire, qui est encore en définition, et les symptômes psychocognitifs et émotionnels qui font partie du fardeau migraineux. Donc, les patients vont vous décrire tout ça et c'est toujours utile de savoir un peu ce qui les dérange le plus. Quelques mots sur l'aura, parce que l'aura fait partie du spectre de la migraine, mais l'aura est un phénomène qui est pas causé par la migraine, il est associé à la migraine. Et donc, quand on voit un patient, moi, des fois, je leur demande carrément, genre, sais-tu c'est quoi une aura, puis t'en as-tu de ça? Quand ils le savent, puis ils me disent, oui, je sais c'est quoi, puis non, j'en ai pas, c'est bon, des fois, je vérifie. S'ils ne savent pas, ben là, je leur demande, as-tu des symptômes visuels avant ta crise? Puis là, symptômes visuels, ça veut pas dire, je vois un peu flou, genre, je vois des spots noirs pendant 2-3 secondes. Ça veut dire, je vois des symptômes qui sont relativement complexes en général, qui durent en général plus de 5 minutes et moins d'1 heure.
qui a un certain élément de progression. Là, je leur demande, est-ce que ça commence petit puis ça change ou est-ce que ça reste la même chose pendant toute l'heure? Donc, l'aura en elle-même est un questionnaire important parce qu'après, il y a des conséquences de ça. Si le patient a des auras, évidemment, là, on va parler de contraception, estrogène, facteurs de risque vasculaire et peut-être dans certains cas, traitements spécifiques. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez que la vaste majorité des auras sont visuelles. Ceci dit, chez mes patients qui ont des auras visuelles, je leur dis, as-tu déjà eu ça? Puis quelque chose comme des problèmes à t'exprimer, de paroles, de sensations, et on avance dans cette direction pour voir s'il y a des auras sensorielles ou phasiques. Donc, avec tout ce que je vous ai montré là, en théorie, ça ne va pas vous surprendre de dire que pour séparer la migraine de la céphalée de tension, là, c'est simple. Hein? Donc, la céphalée de tension, c'est l'inverse de la migraine. C'est comme l'image en négatif. C'est bilatéral, pas pulsatif, puis il n'y a pas de symptômes accompagnateurs. That's that. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une photophobie est possible, une phonophobie est possible. Très honnêtement, je pense que ça va disparaître un jour. Donc, un patient que vous dites, est-ce que les sons, les lumières te dérangent? Oui, c'est pas une céphalée de tension. Est-ce que tu es invalidé de façon significative? Très peu probable. Okay? Donc, il y a toutes sortes de petites choses. J'ai mis une liste, vous pourrez vous y référer. Mais en général, un patient qui vous consulte pour une céphalée, c'est beaucoup plus statistiquement probable que ça soit de la migraine que de la céphalée de tension. Patient mal au cœur, migraine. Okay? Patient s'isole dans une pièce obscure, migraine, pas céphalée de tension. Patient se soulage en prenant un verre d'eau et allant prendre une marche dehors, probablement pas migraine non plus. Alors, le patient mal dans le cou, ben, on ne sait pas. Ça peut être tout. Ça peut être migraine, céphalée de tension et on y revient. Alors, donc là, maintenant, on va vous faire une petite question SIDO. Quelles caractéristiques cliniques, maintenant que j'ai présenté tout ça, permet de distinguer la migraine de la céphalée de tension? Alors, est-ce que c'est la durée de la crise? La migraine dure plus longtemps. La localisation, la migraine étant unilatérale. La présence de symptômes accompagnateurs, dont l'hypersensibilité sensorielle, ou la fréquence, la céphalée de tension étant souvent chronique. Et là, je vais laisser le modérateur me dire quand est-ce qu'on... C'est en haut. Okay. Juste me faire un signe quand je peux changer la diapo. On monte-tu les réponses tout de suite? Peut-être dire 5 secondes. Ah, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On change de diapo. On affiche ou pas les résultats? On l'affiche. Parfait. Ça, puis tu peux revenir à la présentation. Ah! Je dois révéler la bonne réponse. On peut? Oui, ben, je vais la révéler. C'est donc la réponse C. Et donc, une majeure partie d'entre vous ont identifié la bonne réponse. Félicitations. Et à ceux qui ne l'ont pas identifié, eh bien, ce n'est pas grave, vous venez de l'apprendre. Est-ce que je peux continuer? Parfait. Alors, voici ici, s'il y en a d'entre vous qui ont faim en ce vendredi après-midi, un magnifique sundae qui représente en fait la complexité des patients migraineux. C'est comme, tu sais, pour moi, quand je vois un migraineux, là, j'ai tout de suite devant moi plein de petits détails, de petites particularités, comme des sauces, ce que je vais rajouter, une sauce, des fruits, des trucs. Le migraineux, pour moi, c'est jamais un migraineux. C'est une personne avec son environnement et ses conditions médicales et ses conditions de santé mentale. Alors, quand j'évalue le patient, je fais toujours un diagnostic de la céphalée, mais aussi, je fais une liste des comorbidités médicales pertinentes et des comorbidités de santé mentale qui sont souvent pertinentes. Je regarde un peu sa situation psychosociale et son impact fonctionnel grâce à des questionnaires validés que je ne demande pas aux gens en omnipratique d'utiliser parce que je sais que vous êtes sous pression d'aller vite, mais c'est parfois utile d'avoir des questionnaires comme le HIT-6 ou le NIDAS pour avoir quelques informations sur l'impact fonctionnel. Première affaire, si vous avez un migraineux devant vous, OK, mettons vous avez un diabétique, vous avez tout de suite la glycémie puis l'HbA1c dans votre tête. C'est ça que vous voulez. Si vous avez un patient qui a des problèmes de thyroïde, là, vous allez voir une TSH. Si vous avez un patient qui a une insuffisance rénale, vous voulez une créate.
Bon, mais si vous avez un migraineux, vous voulez une fréquence. Et donc, la vaste majorité des migraineux sont ce qu'on appellerait des épisodiques fréquents. OK? Mais pour moi, là, les histoires de chroniques épisodiques, c'est très important parce que ça a des impacts sur ce qu'on peut prescrire. Mais dans le futur, ça, je pense que c'est important de le garder en tête, c'est que moi, quand je vois un migraineux, j'ai des chiffres. Migraineux 4-6, migraineux 8-10, migraineux 12-16, migraineux 24-30. Et ça me donne une bonne idée. Si vous voulez diagnostiquer la migraine chronique, l'indication principale, c'est de pouvoir avoir accès à la toxine botulinique qui sera mentionnée dans la présentation sur la prévention, puisque la toxine botulinique n'est indiquée qu'en migraine chronique. Alors, c'est quand même bien pertinent. Et la migraine chronique est une forme plus sévère, plus comorbide, plus invalidante. Alors, c'est important d'avoir une idée de c'est quoi cette forme sévère de migraine. Alors, vous voulez avoir la fréquence totale mensuelle des céphalées. Combien de jours a mal à la tête? Vous voulez avoir la fréquence des jours qui sont plus clairement migraineux. En général, on dit c'est 8 par mois. Tout ça est arbitraire. On veut avoir une idée depuis combien de temps le patient est comme ça, plus de 3 mois. En général, ça fait des années. Et on veut avoir une idée si ce patient-là utilise fréquemment des traitements de crise, de ce qu'il pourrait avoir une céphalie médicamenteuse. On va parler tantôt. Mais, donc ça, c'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait penser à la fréquence? Donc, les questions clés ici, c'est combien de jours par mois n'avez-vous pas mal à la tête? OK? Parce que à chaque semaine, je me fais presque avoir par un patient que je finis par comprendre qu'il a mal à la tête pas mal tous les jours, mais il ne le dit pas parce que lui, il parle juste des migraines. Et combien de jours vous ne prenez aucun médicament pour traiter les maux de tête? Ça, c'est les 2 questions clés. Appliquez-les dans votre pratique la semaine prochaine et je vous promets des surprises. Vous allez vous rendre compte que des patients qui se plaignent finalement, sont plus atteints que ce que vous ne pensiez. Et donc, pour représenter, je vais passer à l'autre diapo rapidement. Donc, ça, c'est un peu pour représenter la migraine chronique et ses comorbidités. Eh bien, souvent, ces patients-là commencent leur carrière de migraineux dans l'enfance, vont avoir des facteurs déclenchants qui vont les accélérer, des facteurs perpétuants, et par la suite, vont rester dans une espèce de cercle vicieux où est-ce qu'ils vont être atteints, stressés, ils vont avoir de l'insomnie, ils vont développer de la prise de substances, de la caféine, ils sont épuisés, ils ont mal dans le cou, ils ont mal partout. Et donc, on arrive à notre question 2. Et là, je suis consciente que je suis bien en retard. Pendant que vous faites la question, je vais peut-être demander est-ce qu'on peut prendre 5 minutes juste pour que je termine. Je pense que ça devrait être jouable. Là, ça a passé vite parce que je vous ai montré la diapo juste avant. Mais laquelle, donc, selon vous, j'en tiendrai rigueur à personne parce que j'ai présenté la diapo vite, mais laquelle parmi vous n'est pas un facteur de risque de migraine chronique? L'apnée du sommeil, les événements traumatiques dans l'enfance, l'obésité, l'hypertension, la périménopause, lequel n'est pas un facteur de risque de migraine chronique. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Révélation. Et là, ça va être intéressant parce que, OK. Mais c'est correct, comme je vous dis, parce que j'ai passé vite. Si je recule ici, donc ici, les adverse childhood events, donc les événements traumatiques dans l'enfance, c'est un facteur bien démontré pour les douleurs chroniques, y compris la migraine. La périménopause est reconnue comme une étape très difficile pour la femme migraineuse. L'obésité est un facteur clé pour la chronicisation migraineuse. Et en fait, celui qui n'est pas relié, c'est l'hypertension. L'hypertension n'est pas associée à une chronicisation de la migraine. Donc, et l'apnée du sommeil, les troubles du sommeil sont fortement associés avec la chronicisation. Alors, en 3 minutes, je vais passer rapidement à la question du coût parce que c'est quelque chose que je vois souvent en pratique. Mes patients m'arrivent avec un diagnostic de névralgie d'Arnold et je vous en supplie, n'allez pas là puisque les patients migraineux, prenez ça comme imaginez comme un syndrome sensoriel d'irritation inflammatoire.
Ils ont mal dans le cou, ils ont mal dans l'ATM, ils ont mal dans les sinus, ils ont mal partout. Et donc, on peut avoir de la migraine en ping-pong avec un problème de sinus, un problème de cou, un problème d'ATM. Et donc, ces comorbidités sont extrêmement courantes, surtout chez les migraineux chroniques. Alors, si vous avez jamais vu Arnold, le voici, Friedrich. Et donc, je vais juste vous inviter. Toutes les fois, je vois des patients dans mon bureau qui ont un diagnostic de névralgie d'Arnold, 95% du temps, c'est erroné. Pourquoi c'est nuisible? C'est parce que là, les patients, à ce moment-là, ils vont pas avoir accès au traitement de la migraine, alors que le diagnostic, le traitement de la névralgie d'Arnold, c'est un bloc du nerf occipital, puis ça s'arrête là. Les facteurs cervicaux sont fréquents en migraine, encéphalie post-trauma. Les patients ont souvent des syndromes myofasciaux, des tensions de trapèze, des tensions de mâchoire. Donc, l'imagerie nous aide peu avec tout ça. Alors, il faut juste comprendre ces comorbidités. Puis, je vais vous montrer ça ici, puis après, j'ai terminé. Donc, les patients qui sont migraineux ont de nombreuses comorbidités et on voit en haut ici l'insomnie, la dépression, l'anxiété, mais toutes sortes d'autres conditions physiques, d'autres maladies qui sont associées et donc que nous devons prendre en compte. Alors, et là, on a une dernière question Slido avant de terminer. Donc, au sujet des tests diagnostiques chez les migraineux, lequel est vrai? Est-ce que l'imagerie par résonance avec gadolinium permet de confirmer le diagnostic de migraine chronique? Est-ce que l'imagerie cervicale chez les migraineux est souvent utile? Est-ce que la douleur à la palpation sous-occipitale permet de diagnostiquer la névralgie d'Arnold? Est-ce que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a mis en évidence des zones actives durant la crise de migraine? Lequel de ces énoncés est vrai? Alors, on se réfère plutôt au début de la présentation en combinaison avec ce que je vous ai montré sur Arnold. OK. 5. Maintenant que vous êtes des experts, 4, 3, 2, 1. Voilà. Bon, magnifique. Donc, là, j'ai terminé. Je vous ai pas parlé de calendrier, mais je vais faire ça rapidement. Donc, j'aimerais vraiment que vous essayiez l'application de Canadian Migraine Tracker pour parvenir à suivre les patients migraineux. Donc, en fait, je vous invite à y aller et à la consulter et à consulter également les PDF d'information de Migraine Québec et Migraine Canada pour aider les patients dans leur prise en charge, qui est donc en général un mix d'habitudes de vie, traitement de crise dont je vais parler tout de suite et traitement de fond. La chaîne YouTube de Migraine Québec est une super ressource que je vous invite à consulter. Et ça, vous allez avoir accès aux diapos. Ce sont toutes mes recommandations de livres. Je pratique de plus en plus la bibliothérapie et l'app-thérapie. Alors, je vous encourage à avoir votre petite bibliothèque de recommandations. Et je vais passer là-dessus. Donc, vous pouvez changer la vie de patients migraineux. Et je vais donc terminer cette conférence en retard. Je vais me rattraper sur l'autre et on prendra les questions après. Alors, bienvenue de nouveau à cette présentation de la SSVQ sur les migraines. Après avoir parlé du diagnostic, on va parler maintenant des trucs pratiques pour traiter la crise de migraine. J'espère en fait vous en apprendre quelques-uns qui vont vous aider quand vous allez voir les patients à les traiter plus efficacement, avec plus de succès. Mes conflits sont les mêmes. Alors, mes objectifs sont de parler des différentes classes disponibles, de parler des principes de base d'optimisation du traitement de crise, de proposer des approches pour les traitements de crise réfractaires. Et je vais rajouter qu'en fait, dans cette présentation, on va parler d'une nouvelle classe pharmaceutique qui s'appelle les GEPAN, qui ont un mécanisme d'action nouveau et dont je vais vous parler un peu plus en détail pour vous aider à les prescrire éventuellement, à les rajouter à votre arsenal thérapeutique. Alors, dans la présentation précédente sur le diagnostic, j'ai un peu évoqué la notion de la gestion globale de la migraine, donc avec la stabilisation du mode de vie, la gestion des facteurs de risque, le traitement de crise et le traitement de fond. Il faut voir que tout à l'heure, quand je vais parler des GEPAN, cette limite entre le traitement de crise et le traitement de fond est en train de disparaître puisque nous avons maintenant des traitements qui font les deux. Alors, cette diapo, bientôt, ça deviendra peut-être désuète, mais pour l'instant, on l'utilise, c'est encore le paradigme de pratique. Donc, quand on patient vous consulte pour des migraines, en général, il va y avoir des crises.
Puis là, il va vouloir les casser, il va vouloir les traiter. Et la clé, en fait, les facteurs clés dont je vais vous parler dans les prochaines minutes sont de comment d'abord vous avez besoin d'éducation thérapeutique pour aider ces patients-là. Il faut que les patients comprennent comment utiliser leur traitement de crise. Et donc, une prescription ne suffit pas. Si vous faites juste donner une prescription à un patient en disant, tiens, prends ça, les chances que ça fonctionne sont vraiment plus faibles que si vous leur expliquez comment faire. Il y a beaucoup d'options. Moi, je vois beaucoup des patients qui me sont envoyés, ont essayé 1 ou 2 triptans d'acide, alors qu'il faut vraiment continuer d'essayer les options disponibles. Les combinaisons sont souvent la clé du succès. Il faut adapter le traitement de crise à la crise en question. La plupart de mes patients ont au moins 2 types de crises. Donc, par exemple, la crise menstruelle puis la crise normale, la crise de nuit, la crise de jour, la crise de cou, la crise de stress. La crise avec vomissement, puis la crise pas de vomissement. Donc, la plupart des patients ont besoin, on va dire, d'au moins 2 approches différentes pour leur crise. Ce qu'on veut, c'est que le patient fonctionne. On veut pas que le patient soit un peu mieux, mais dans son lit. Dans certains cas, c'est un succès, mais la majeure partie du temps, on vise un retour aux activités. Et si les crises sont fréquentes, un petit message, si quelqu'un traite plus de, 6 à 8 jours sur 30, peut-être il faudrait penser à un préventif. Et ça sera abordé dans une autre présentation. Je vais faire un petit point sur les fameux opioïdes qui n'ont pas leur place en migraine, sauf dans des cas extrêmement rares. Alors, quelles sont nos options traditionnelles pour traiter la crise? Si vous vous demandez c'est quoi le petit cerveau avec les écouteurs, là, c'est Migraine Talk. C'est un podcast que j'ai réalisé avec Migraine Canada qui est en anglais. Mais il y a 2 podcasts sur le traitement de crise. Donc, si vous avez des patients anglophones, vous pouvez consulter et recommander ce podcast. Les patients en général, là, ils vont avoir essayé le Tylenol, l'Advil, des fois de la livre, des fois d'autres choses qu'ils achètent en ligne, de l'Excedrine et compagnie. Après ça, souvent, ils vont avoir essayé, genre boire de l'eau, mettre du chaud, mettre du froid, se relaxer, mettre un casque, mettre des lunettes, respirer. Mais quand ça marche pas, puis qu'ils sont dans le lit, puis qu'ils manquent le travail ou leurs activités, ben il faut agir. Alors, on a des anti-inflammatoires, des triptans, des anti-inflammatoires et triptans. Maintenant, on a des gépants dont je vais parler tantôt. Et on a des appareils de neuromodulation. Je n'en parlerai pas parce que d'abord, ils sont en général peu utilisés au Canada, du moins, et relativement coûteux. Donc, je vais sauter par-dessus. Mais si vous googlez ces 2 mots-là, céphalie, gamma-core, vous allez voir ce que sont ces traitements. En tant que traitement de soutien, on a des antinausées, on en a plusieurs, et les opioïdes en dernier recours. Donc, sur cette diapo, ce qui manque, là, c'est gépant, parce que la diapo date avant l'arrivée des gépants. Et donc, je vais en parler tout à l'heure. Alors, mes questions préférées en pratique, c'est est-ce que vous savez quand prendre vos traitements de crise? Okay? Tu le sais-tu quand est-ce que tu dois prendre ton traitement? Souvent, les patients ne savent pas. Ils vont dire, je suis pas sûre. OK, je le prends au début, je le prends à la fin, je le prends dessus, je me lève avec, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est important d'avoir une idée de comment la crise du patient évolue pour, après ça, faire l'éducation thérapeutique puis dire, OK, ta crise, elle se déroule comme ça, c'est là que tu devrais traiter. Décrivez-moi donc ce que vous faites quand la crise commence pour éviter qu'elle augmente. Si les patients vous disent, je prends un verre d'eau, je prends un Tylenol, j'attends, je suis pas sûre, je prends un café, puis j'espère que c'est pas une migraine, même si je le sais à 100% que c'est une migraine, là, vous avez beaucoup d'éducation à faire. OK? Mais je peux vous dire que c'est 100% des gens qui font ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce que vous prenez fonctionne? Là, ça marche pas, il faut agir. Avez-vous des effets secondaires qui vous empêchent de prendre le traitement? Les gens sont gentils avec vous, hein, ils veulent pas vous déplaire. Puis là, ils disent, ouais, ça marche, ça marche. Mais là, finalement, ils ne prennent pas parce qu'ils sont zombies, ça les ralentit, ça les fatigue, ils veulent pas. Et ensuite, est-ce que le mal de tête revient plus tard? Parce que des fois, les patients traitent, mais 6 heures plus tard, il faut retraiter encore. Donc, la limite des traitements de crise classiques, donc anti-inflammatoires, triptans, c'est comme n'importe quoi, ça marche pas, c'est pas toléré. Il y a des contre-indications médicales et il y a un risque de rebond si le patient a des crises fréquentes. Je vous mets ça dans les mots des patients, j'aime bien lever la voix des patients. Alors, je me limite parce que mon pharmacien m'a dit qu'il fallait pas que je me traite plus que 6 jours par mois. Je tolère pas les triptans, j'en ai essayé 5. Donc là, ça a l'air d'un bon essai. J'ai une maladie de Crohn, je peux pas prendre d'anti-inflammatoire. J'aimerais essayer autre chose. Les triptans me rendent somnolente. Ou encore le fameux il n'y a que le Fiorinal qui marche pour moi, qui est un grand classique et à ce jour n'a jamais été élucidé à ma connaissance. Alors, les triptans, je vais faire quelques commentaires sur les triptans. Vous en avez 7. OK, je vous encourage à avoir ce petit tableau quelque part. Vous pouvez tous les prescrire. Ils arrivent des fois dans des doses pédiatriques, donc des demi-doses et des doses adultes.
Si vous voyez des enfants, je vous encourage à prescrire des triptans aux enfants. Ils sont approuvés, sécuritaires, certains d'entre eux. Et donc là, je vous ai mis des petits détails sur le métabolisme, mais voici mes points sur les triptans. OK. Je vois tout le temps des gens qui me réfèrent, des patients avec sumatriptan 25, sumatriptan 50. C'est inutile, vous perdez votre temps, ne faites plus ça, je vous en supplie. OK? La seule raison de prescrire une demi-dose de triptan, c'est si un patient a un effet positif avec un triptan, mais des effets secondaires. C'est la seule raison. Donc, si dans vos prescriptions, vous prescrivez Relpax 20, Érythriptan 20, Rizatriptan 5, Sumatriptan 50, zappez ça out, plus jamais vous mettez ça sur les doses. Je ne sais pas comment dire plus clairement, mais je continue de le voir en pratique. Donc, prescrivez des pleines doses. Pourquoi? Parce que les doses, les demi-doses vont pas fonctionner chez la plupart du monde. Petite note, si vous en faites encore pour le syndrome sérotonergique avec les antidépresseurs, plusieurs patients prennent des antidépresseurs, sachez qu'il y a des articles et une prise de position en consensus de l'Association américaine qui détruit ça, OK? Et donc, si un patient prend des ISRS en monothérapie avec un triptan, il n'y en a pas de risque. OK? Donc, ça, c'est très bien. Les allergies au sulfa, des fois, il y a des pharmaciens qui sont un peu prudents. Ils vont dire aux patients de ne pas prendre leur triptan parce qu'il est allergique au sulfa. Ce n'est pas le même groupe sulfa. OK? Donc, vous pouvez aussi donner le triptan, même si vous avez une allergie au sulfa. Ça, c'est l'autre clé. Je pense que le truc que moi, je fais dans ma pratique qui aide le plus les patients qui me sont référés par les Omnis, et ça, c'est sur une base hebdomadaire, c'est d'utiliser des parentéraux. OK? Et là, par parentéro, je veux dire principalement celui là-dedans qui change le plus la vie du monde, puis là, j'ai pas aucun conflit parce que la compagnie, c'est générique, c'est le Zomig, le zolmitriptan sprénazole. OK? Donc, chez tous les patients que je vois que j'aide en changeant leur traitement de crise, c'est probablement le zolmitriptan sprénazole qui fait le plus. J'ai quelques patients qui sont des succès de l'indométhacine suppositoire. Le Cambia, la poudre de diclofénac 50 mg, est également une option valide. Et le kétorolac à 30 mg intramusculaire. Faut pas sous-estimer le sumatriptan injectable. Les gens ont peur des fois de prescrire ça. Ils pensent que c'est dangereux, c'est plus fort. C'est pas plus fort. C'est le premier triptan qui est arrivé sur le marché dans les années 90. Alors, donc, si vous voulez élargir votre arsenal thérapeutique facilement pour les patients qui ont des crises sévères, allez-y avec les parentéraux. Et moi, souvent, quand je parle aux patients, je vais leur mettre un anti-inflammatoire, un triptan et un traitement anti-émétique. Et je vais vous montrer une liste de ça aussi. Ça, mais là, je vous parle de crise sévère. Si votre patient est content avec Frovatriptan 2.5, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller prescrire des sprays puis des injecteurs. Mais tout patient qui manque le travail, qui vomit, qui se réveille avec des crises sévères, qui va à l'urgence, évoquez ces options. Alors, les principes de base, ça, je vais les détailler. Pour traiter la crise sans tarder, ok, ça s'appelle le principe de traitement précoce. C'est essentiel parce qu'une fois que la cascade inflammatoire migraineuse est en place, elle est plus difficile à renverser. Il y a abondance de littérature sur ce principe-là et donc c'est là où l'éducation thérapeutique est clé. Parce qu'il faut comprendre pourquoi le patient attend. Et une fois que vous comprenez, là, vous pouvez l'orienter. Alors, ça peut être « j'ai pas mes pilules avec moi », je pensais que je devais attendre, j'ai peur de la céphalée rebond, j'ai pas l'argent, j'ai des effets secondaires. Tout ça est correctible et ajustable. Combinaison, j'en ai parlé. Voie parentérale, j'en ai parlé. Antiémétique, je vais vous les présenter. Et l'adaptation, ben en fait, là, j'ai mentionné, mais je vais le redétailler. Les patients, souvent, ont des crises qui sont pires que d'autres. Et une fois qu'ils sont un peu, moi, j'appelle ça expérimentés, ils vont être capables d'ajuster leur traitement selon la crise. Alors, à ce moment-là, ça devient très utile de dire, ben ça, quand tu as une crise menstruelle, tu fais ça. Quand tu as une crise normale, tu fais ça. Et ça permet de limiter, en fait, l'usage excessif, mais aussi d'augmenter les taux de succès. Alors, une première question, Slido. Selon les lignes directrices de la Société canadienne des maux de tête, la combinaison d'un triptan et d'un anti-inflammatoire peut être envisagée dans les scénarios suivants. Alors, première, les triptans et anti-inflammatoires ne doivent jamais être combinés. Pour les crises de migraine légère, pour la migraine menstruelle ou pour les crises de migraine sévère. Alors, on va prendre les questions. Ah, on a remis le code.
Il n'y a rien de plus gratifiant que voir un patient qui avait des crises sévères puis qui revient te voir puis qui dit « Hey, là, ça marche ». Ça, c'est vraiment toujours plaisant quand le patient revient avec succès. J'attends le cue de mes collègues dans le fond. Ah! Oups. Avant, on avait des suppositoires de naproxène puis d'aspirine. Ça a l'air qu'il n'existe plus. On m'a dit qu'il y a encore le diclofénac qui est disponible. En tout cas, mais l'indométacine existe encore. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Bon, parce que je vais passer une petite blague. Quand j'étais à Calgary, les suppositoires, j'en ai jamais prescrit parce que personne n'en voulait. Au Québec, c'est sans problème. En France, c'est tout à fait utilisé. Donc, c'est très, très efficace, soit dit en passant. Moi, j'explique aux patients, des fois, ça les aide que ça passe par les veines du rectum. Donc, c'est comme une intraveineuse. Alors, ça les encourage. Magnifique. Continuer dans le calendrier canadien des migraines, là, les patients ils peuvent tout inscrire leur traitement de crise, puis vous pouvez voir ce qu'ils ont pris, si ça a marché. Fait que c'est vraiment bon d'utiliser ça. Est-ce que je peux poursuivre? 5, 4, 3, 2, 1. Attention. OK. Et là, je pense qu'on avait la diapo réponse il y a 3 secondes. C'est correct, je continue. Oh. Les antinausées. C'est pas tous les patients qui en veulent. OK, il y a des patients, des fois, ils ont un peu mal au cœur, mais ça leur dérange pas trop. J'ai quelques patients, mais si vous voyez ça, ça arrive, ils veulent vomir parce qu'une fois qu'ils ont vomi, ils se sentent mieux. OK, donc ça, c'est correct. Mais sinon, moi, le grand changement dans ma pratique des dernières années, ça a été le Zofran, le Dancetron. Il n'y a pas d'indication officielle pour la migraine, mais c'est très apprécié des patients. Et maintenant que les assureurs privés le couvrent facilement, ça devient une option très valide. Les suppositoires de prochlorpérazine, stéméthyle, quelque chose de très utile, et le Gravol, diménhydrinate en suppositoire aussi. Mais sinon, vous avez aussi toutes les formes orales. Donc, si le patient a besoin d'être soulagé du point de vue de sa nausée, rajoutez un antiémétique pour les crises, évidemment, qui le justifient. Les opioïdes. Alors, les opioïdes ne fonctionnent pas très bien pour les migraines, ont tous les risques qu'on leur connaît. Et donc, la seule exception à ça, c'est un patient qui ne peut pas prendre autre chose. Par exemple, maladie de Crohn, maladie vasculaire sévère, pas de triptan, pas d'anti-inflammatoire, et a une fréquence relativement peu élevée, à faible risque de chronicisation, et surtout, n'a pas de facteurs d'abus, d'addiction, tout ça. Donc, moi, j'ai des patients qui ont en général 50, 60, 70 ans, qui sont sous fiorinal quelques fois par mois. Ça fonctionne et ça leur sauve du trouble. Et si vous avez un jeune patient qui prend ça 20 jours sur 30, c'est un passeport pour les problèmes. Et donc, par problème, j'entends addiction, céphalie médicamenteuse, donc ça doit être évité. Alors maintenant, on arrive à la nouvelle classe des GEPAN. Donc, ça, c'est des révolutions de la migraine. Vous avez les triptans dans les années 90, la toxine botulinique en 2011 pour traitement de la migraine chronique, les anticorps CGRP en prévention de la migraine et maintenant les GEPAN. Alors, quels sont ces fameux GEPAN? Donc, les GEPAN sont des bloqueurs de CGRP. Je sais que c'est pas très lisible tout ça, mais ce que j'explique aux patients, c'est que le blocage du CGRP, ce petit peptide, c'est 35 ans de recherche. Ok, donc ça commence dans les années 85 jusqu'à maintenant, et ça mène à ce principe qui est que dans la crise de migraine, il y a une relâche de CGRP. Donc ça, c'est bien démontré par de multiples études. Et ce CGRP joue un rôle dans la vasodilatation, mais aussi la douleur. Si on le bloque, ça aide les patients migraineux. Alors, où est le CGRP? Ben, il n'y en a pas juste dans le cerveau, soit dit en passant. Il y en a aussi dans, entre autres, l'intestin et les artères des autres organes. Mais dans le cerveau, on le retrouve, entre autres, dans le système douloureux. Alors, si on veut bloquer le CGRP, on peut avoir un anticorps. Je pense que Dr. Petitclerc vous en parlera. Ou un GEPAN. Alors, combien de GEPAN y a-t-il? Il y en a en ce moment 4, dont 2 sont disponibles au Canada. Le Ubro-GEPAN et le Atto-GEPAN sont disponibles.
Et là, attention, le ubrogépant est un traitement de crise et le atogépant est un traitement préventif. Le rimégépant, qui va arriver l'année prochaine, est à la fois un traitement de crise et préventif. Alors, c'est là où on en est. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette image de petite pomme qui est une orange, puisqu'en fait, souvent, on dit qu'il ne faut pas comparer les pommes et les oranges, traitement de crise, traitement préventif. Mais dans le cas des gépants, eh bien, ce sont les deux. Le zavégépant vient d'être approuvé par l'association américaine, donc la FDA. C'est un spray nasal de gépant qui est commercialisé par Biohaven. Alors, est-ce que ça marche, ces affaires-là? Eh bien, ici, vous avez le soulagement à 2 heures et 24 heures, donc bleu et orange, dans des études randomisées contrôlées. J'ai mis quelques études typiques de triptan. Et donc, au niveau du soulagement, à 2 heures, on voit que c'est relativement similaire au triptan. Et à 24 heures, à peu près ou peut-être un peu moins, entre les gépants et les triptans. Et vous voyez aussi les effets placebo qui sont les moyennes des études. Pour ce qui est de l'efficacité complète, c'est-à-dire le soulagement total, un patient qui n'a plus de douleur, alors là, vous voyez ici les triptans du côté gauche puis les gépants à droite. Et là, on a bien l'impression, et on sait qu'on ne peut pas comparer de façon officielle des études sans analyse statistique, mais je vais vous montrer une méta-analyse dans 2 secondes. Donc, en gros, les triptans semblent performer mieux pour le soulagement complet à 2 heures et 24 heures versus les gépants, donc le Ubro et le Rimé. Ceci dit, si on prend le gépant tôt, au début, parce que dans les études, on avait dit aux patients d'attendre que la crise soit modérée à sévère, ce qui n'est pas ce qu'on fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a dit qu'il fallait traiter précocement. Alors, si on traite quand la douleur est légère, on double notre chance de succès et le retour à la fonction normale est également augmenté. Donc, la clé de l'affaire, c'est que ça renforce le principe de traitement précoce et ça augmente l'importance, en fait, d'informer les patients si vous prescrivez, par exemple, l'ubrogépant ou le rimégépant quand il sera disponible. Quels sont les effets secondaires de cet ubrogépant? Eh bien, il y en a très peu, puisque si on regarde tout ça ici, c'est nausée, le pire, c'est 4% avec Ubrelvy 100 mg. Et le reste, c'est 1 à 2% des patients. Donc, c'est par comparaison, les effets secondaires des triptans sont plus fréquents et les patients s'en plaignent relativement souvent. Évidemment, pas tous les patients, mais on entend souvent le triptan me rend zombie, je suis somnolent, je peux pas travailler avec ça, je le prends pas. Alors, ça, c'est intéressant dans les études. Dans la vraie vie, évidemment, on verra si c'est le même profil. Je vais passer par-dessus ça pour des raisons de temps. Donc, si on voit ici une méta-analyse, et là, ouais, voilà. Qui a regardé 64 études randomisées contrôlées chez près de 50 000 patients, eh bien, on confirme en fait que les gépants sont plus efficaces que le placebo, ça va, sont un peu moins efficaces que les triptans pour l'ensemble des patients pour les facteurs clés, mais sont mieux tolérés que le lasmiditan, un autre traitement qu'on n'aura pas au Canada, et la plupart des triptans. Donc, grosso modo, ce seront donc des traitements qui vont peut-être être appréciés par certains patients à tenter et à voir. Alors, petite question Slido, donc concernant les gépants et le traitement de la crise de migraine, quels énoncés sont vrais? Là, j'ai été fine, je vous ai mis la question juste après la 0. Les gépants semblent plus efficaces que les triptans. Les gépants agissent en bloquant le CGRP des terminaisons sensitives. Les gépants semblent mieux tolérés que les triptans. Et les gépants devraient être utilisés en deuxième ligne. Il y a un petit piège. Un petit piège pharmacologique. Bon, 5, 4, 3, 2, 1. Et on annonce la réponse. Le grand gagnant est, voilà. Et donc, le petit piège était que les gépants ne bloquent pas le CGRP lui-même, mais bien son récepteur. Alors, et donc, effectivement, les gépants semblent mieux tolérés que les triptans dans les études cliniques. Quelques commentaires pratiques sur l'ubrogépant. Donc, la dose maximale d'Ubrelvy ne doit pas dépasser 200 mg.
Ceci dit, dans les études, ça a été administré à 400 mg sans problème. Si quelqu'un va manger une grosse poutine à la banquise, il va retarder l'atteinte des concentrations. Et s'il a mangé une grosse poutine à la banquise après avoir été dans un bar où est-ce qu'il a bu plein d'alcool puis qu'il a une grosse migraine, ça se peut que ça soit très difficile. Donc, pas chez l'enfant ou l'adolescent, pas chez la femme enceinte ou allaitante, et on a des ajustements de dose. Alors ça, je vais faire quelques commentaires là-dessus, car il y a des interactions des GEPAN, du moins de l'ubrogépan, avec le cytochrome 3A4. Et tout ça se retrouve de façon très claire dans la monographie qui est disponible en PDF facilement. Je vous ai mis un petit tableau référence que j'utilise moi-même. Par exemple, j'ai une patiente récemment qui a des infections vaginales à répétition et qui utilise des antifungiques. Et donc là, selon les antifungiques utilisés, l'exposition à l'ubrogépan peut être x10. Et donc là, ça serait une contre-indication. Si l'inhibiteur est modéré, alors là, on peut prendre la dose d'Ubrelvy inférieure, l'ubrogépan 50, et prendre éventuellement, peut-être éviter la deuxième dose. Et si on a un inhibiteur faible, à ce moment-là, on peut considérer le 50, mais éventuellement prendre une deuxième dose. Après ça, vous avez des inducteurs. Ça, c'est important, c'est des inducteurs, donc ce qui accélère le métabolisme hépatique. Et en gros, si le patient prend du dilantin, de la phénitoïne, eh bien, ça va juste pas marcher parce que l'ubrogépan va juste pas atteindre des taux suffisants, donc ça donne rien. Il faut éviter son utilisation. Ici, c'est un inducteur faible, alors on peut le tenter, mais avec la dose à 100 mg d'Ubrelvy. Donc, je pense que j'ai assez mis d'emphase là-dessus, mais je pense que je vous ai déjà présenté les raisons, mais je peux vous promettre et vous jurer que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir changer la vie des patients. C'est de bien comprendre leur comportement et de les encourager à le modifier. Et une fois qu'ils ont compris ça, l'amélioration, les effets du traitement de crise peuvent augmenter de facilement 30 à 40 %. Donc, n'hésitez pas à utiliser les documents, par exemple, de Migraine Québec pour encourager vos patients. La céphalie médicamenteuse est un gros problème dans notre pratique, ou du moins l'était, puisque là, on commence à constater, en fait, que c'est la céphalie médicamenteuse est une complication de la migraine, mais c'est souvent, en fait, de la migraine chronique maltraitée. Et donc, il y a eu un temps où on était assez strict. On disait, il faut sevrer, tu dois te limiter, c'est la seule façon. Mais maintenant, nous savons que c'est pas la seule façon. Si vous avez un patient qui doit traiter des crises 8 à 10 à 12 jours, 15 jours, 20 jours, tous les jours, eh bien, la clé n'est pas de le priver, c'est de le traiter. Alors, l'idée, c'est autrement dit d'optimiser la prévention. Et donc, concernant cette question de prévention, eh bien, le GEPAN sera intéressant puisque si un patient prend un GEPAN de crise, eh bien, s'il prend son GEPAN de crise tous les jours, ça deviendra donc un traitement préventif. Et ça va nous aider puisqu'en théorie, il n'y aura pas de céphalie médicamenteuse associée au GEPAN et ça deviendra donc une option de choix pour nos patients qui ont des crises fréquentes. Alors, évidemment, on a même des études chez l'animal qui démontrent ça. Et j'ai bien hâte de voir en pratique comment ça va apparaître chez les patients. On a une dernière question, Slido, avant de terminer la présentation. Donc, quel énoncé est vrai concernant le traitement d'un patient avec une fréquence de crise élevée, 16 à 18 sur 30, et une prise de traitement de crise de plus de 12 jours par mois? Donc, qui remplirait les critères de céphalie médicamenteuse. Alors, quel énoncé est vrai? La prise de GEPAN ne devrait pas entraîner de céphalie médicamenteuse. Limiter la prise de traitement de crise est la meilleure façon de garder la situation sous contrôle. Le sevrage des traitements de crise pour 1 mois devrait aider 70 % des patients. Et la céphalie médicamenteuse est diagnostiquée uniquement si le patient a plus de 20 jours de céphalie par mois. Alors, quel énoncé est vrai? On peut constater que les questions durant la présentation probablement renforcent l'apprentissage. Cinq, 4, 3, 2, 1. Révélation. Non, pas de révélation. Ah, bon, parfait, magnifique. Donc, il y a eu apprentissage. Alors, 2 petites questions avant de terminer.
est-ce que si mon patient n'a pas répondu au triptan, est-ce qu'il pourrait répondre à un GEPAN? Alors, l'impression ici, selon cette étude qui compare des patients qui n'ont jamais pris de triptan versus des patients qui répondent, qui ont une bonne réponse au triptan versus des patients qui ne répondent pas au triptan, c'est qu'en fait, statistiquement, les groupes ne sont pas différents. Ceci dit, je vous invite à regarder les barres violettes qui sont la réponse et les barres grises qui sont placebo. Plus un patient a échoué d'affaires et moins il y a d'effets placebo. C'est bien connu. Donc, l'effet placebo diminue, donc le gain thérapeutique reste. Et si vous regardez les barres violettes, on passe quand même de 24 à 20 à 16 %. Donc, mon impression en regardant ça, c'est il se peut qu'un patient qui ne répond pas au triptan réponde un peu moins au GEPAN qu'un patient qui n'a jamais rien tenté, mais il peut répondre statistiquement par rapport au placebo et donc ça vaut la peine d'essayer. Donc, en résumé, l'utilisation des GEPAN en traitement de crise, l'efficacité semble bonne si pris rapidement. La tolérabilité semble supérieure au triptan et ça sera pratique pour nos patients avec fréquence élevée puisqu'il n'y a pas de crainte de rebond et donc on peut leur dire encore plus facilement de traiter tôt. Combien ça coûte? 15,40 par comprimé. Aux États-Unis, 100 $ par comprimé. Alors, vive le Canada. Et pour l'instant, c'est accepté par les privés, la RAMQ. On verra. Donc, je vous encourage à aller voir les ressources de Migraine Québec, notamment le petit document sur le traitement de crise qui résume en gros ce que je vous ai présenté dans des termes de patient. Et donc, vous pouvez imprimer ça ou envoyer le lien à votre patient et ça devrait l'aider à mieux fonctionner. Mastermind est une présentation, un programme accrédité par la FMOQ sur les migraines. Donc, si vous voulez aller chercher plus de crédits, vous pouvez aller sur le site de la FMOQ. C'est 4 modules qui seront accrédités jusqu'au mois d'août. Et encore, je remets mon petit paresseux comptant sous la neige, créé par ordinateur et intelligence artificielle de DALL-E. Donc, vous pouvez changer la vie de vos patients migraineux en ajustant leur traitement de crise. Merci.